Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif c'est de faire du Python à la sortie du bac pour arriver en prépa. Et donc je vais vous présenter le TD qu'on fait en tout début d'année et qui permet de reprendre les bases que vous devriez avoir un petit peu apprises quand vous êtes en pré-bac. Donc je vais me reposer sur un TD qui est disponible sur mon site cpge-si.com dans la partie informatique ITC1 pour informatique du tronc commun. Première année dans les bases, et là vous allez voir c'est le TD numéro 0-1. Le site va un petit peu évoluer, vu que je fais une vidéo il y aura bientôt un petit lien ici, page dédiée avec vidéo et baston, vous pourrez coder sur mon site. Et donc le sujet de TD est là, mais je l'ai déjà ouvert dans mon ordinateur, du coup je ne vais pas l'ouvrir sur mon site. Voilà pour la première chose. Alors pour coder, il va vous falloir le logiciel. Logiciel, vous pouvez déjà utiliser la console qui est sur mon site directement ici et qui sera dans la page dédiée au TD. Ici, vous pouvez créer une fonction. Par exemple, j'ai créé la fonction f de x qui retourne x carré et j'ai demandé d'afficher la fonction f de 5. L'appel de la fonction f de 5, c'est-à-dire 5 au carré. Et quand on exécute ce code, on obtient le résultat. Du coup, vous êtes indépendant, vous pouvez tout coder ici sur la page console, voire même sur le baston qui est hébergé sur mon site ici et qui vous permet d'avoir une très grande console sur toute la page. Donc ça, c'est la première étape, la première solution. La deuxième, c'est que vous utiliserez souvent un logiciel dans les lycées et par exemple, chez nous, on utilise Piso. Donc ici en bas, je vous ai expliqué comment on utilise Piso. Je vous ai expliqué quelques détails de baston. Il y a des petites choses qui ne marchent pas forcément sur baston, même si c'est vraiment super et que ça permet de quasiment tout faire. Voire tout faire à des petites adaptations près. Mais vous pouvez utiliser Piso. Donc Piso, vous allez cliquer sur le lien ici et vous allez avoir deux étapes. La première, c'est d'installer le logiciel Piso. Vous allez choisir, moi je prends Piso Installer. Et puis après, vous allez devoir installer un environnement de programmation qui va être en Python. Et donc vous avez trois choix. Miniconda et Anaconda possèdent des modules préinstallés, mais moi, depuis un certain temps, je suis passé sur Python Regular après quelques problèmes. Et du coup, je vais vous expliquer ce qu'il faudrait faire si vous faites Python Regular. La différence, ça va être que quand vous installez des modules, si vous faites Conda, vous devrez écrire Conda et l'installation du module, alors qu'avec Python, vous devrez écrire pip et l'installation du module. Voilà, donc je vous conseille de télécharger Piso, de l'installer sans l'ouvrir, puis de télécharger Regular Python, de l'installer et ensuite vous ouvrez Piso. Voilà, quand vous aurez ouvert Piso, je vais fermer la console ici. Moi, je l'ai lancé déjà ici. Hop. La première fois, vous allez avoir ici à droite un message avec un environnement qui a été détecté automatiquement. Et il faudra cliquer sur le bouton Use this environment qui va être en bleu type lien et qui va vous permettre d'arriver à l'état qui est sous nos yeux ici. Peut-être même qu'il y aura un fichier qui sera ouvert à gauche a priori. Alors, quand vous avez installé Piso et que vous êtes prêt à coder, je vous recommande de faire quelques paramétrages. Donc là, si vous réinstallez Piso, ça arrive que vous ayez réinstallé Piso, il va souvent détecter l'ancien environnement de programmation. Du coup, il faudra aller dans Edit Shell Configuration et vous allez lui dire ici dans l'exec d'aller chercher autre chose et vous avez la liste de tout ce que vous avez déjà pu installer. Vous essayez, s'il y en a plusieurs, vous essayez et puis vous redémarrez votre console, donc vous la fermez. Vous faites du shell, vous ouvrez votre shell et puis vous voyez si vous avez bien la possibilité de coder. Ensuite, vous allez ouvrir le menu Run et impérativement cocher l'option Change Directory and Executing File qui vous permettra de gérer les fichiers en chemin relatif, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous avez quelques petites lignes de code à copier-coller. NumPy, vous allez copier cette ligne, vous allez la mettre dans la console en haut à droite. Piso, il est là. Et vous allez faire entrer. Je ne vais pas le faire parce que moi, tout est déjà installé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à le copier. Sinon, je copie toute la... J'ai juste fait appuyer sur les bons boutons, je pense. Tac. Non, je peux pas écrire, il est bugué. C'est pas normal. Je le réactualise. Et voilà, ça marche. Et donc là, vous faites entrer, vous pouvez l'installer. Vous allez installer NumPy, vous allez installer Matplotlib pour les affichages. Et je vous conseille un petit truc quand vous faites Python, l'installation Python, faites ces trois lignes l'une après l'autre de manière à ce que quand vous ouvrez des fenêtres, et bien qu'elles ne prennent pas le monopole du logiciel. C'est-à-dire qu'en gros, quand il ouvre une fenêtre, si vous n'écrivez pas ça, il reste dessus, il ne fait plus rien, et vous avez besoin de fermer la fenêtre pour qu'il continue. Avec ces trois lignes-là, il ouvre la fenêtre et il continue. Et puis il ouvre la deuxième fenêtre s'il y en a plusieurs, c'est vachement pratique. C'est même limite obligatoire que vous fassiez ça. Si vous faites Miniconda ou Anaconda, vous pourriez ne pas avoir le problème, mais si jamais il arrive, voilà les trois lignes à écrire. Ensuite, je vous ai mis de quoi installer le module Scikit-learn qui vous permettra de faire de l'IA en SI et éventuellement FFmpeg qui permet de faire des vidéos à partir d'images. Dans certains de mes codes, je l'utilise, mais ce n'est pas une nécessité pour vous. Voilà, pour le logiciel, c'est fini. Maintenant, on va passer sur le TD. Donc, hop, hop, et on va mettre ça
proprement à gauche et à droite. Voilà. Donc le TD a été, on l'a rédigé avec ma collègue Claire Gaudy de manière à ce qu'il y ait vraiment toutes les bases, des choses qu'il faut que vous voyiez, que vous ayez vues, vous connaissiez. Vous n'arriverez pas à tout retenir d'un coup, mais il va falloir connaître tout ce qu'il y a là-dedans. C'est super important. Donc on va voir un petit peu l'utilisation du logiciel déjà à gauche. Donc vous avez à gauche, hop, la partie éditeur. Vous allez pouvoir y écrire, on va dire, des partitions, comme si vous faisiez du piano. Vous écrivez des partitions, 2+3, etc., mais rien ne s'exécute. À droite, on a la console ou shell. C'est là qu'on exécute les choses. 2+1, 3, ça fait des plus. J'ai un petit problème sur ma touche, c'est pas très grave, ça marche quand même. 2+2, 4. Vous avez les résultats qui s'affichent à droite. Ça, c'est la console. Ensuite, vous avez d'autres outils supplémentaires. File Browser, je vais le fermer. Si vous voulez le rafficher, vous allez dans Tools et vous faites File Browser et il revient, mais je ne l'affiche pas. Vous pouvez réorganiser les fenêtres en les prenant, en les déplaçant. Bon, c'est quand même assez sympa d'avoir la visibilité sur à la fois le code que vous écrivez et sur le code exécuté à droite. Ok. La partie à gauche, pour l'exécuter, il y a plusieurs manières de faire. La meilleure, celle que je vous conseille, c'est la touche F5. Quand vous faites F5, ça exécute la file, le fichier, quoi. Attention, sur certains ordinateurs, pour réussir à faire F5, il faudra que vous fassiez une petite touche à côté de votre barre espace à gauche, par exemple FN, fonction, et vous faites la touche FN plus la touche F5, mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà, ça exécute tout le code. Mais vous remarquerez que ça n'affiche rien à droite. Et c'est normal. Parce que tant qu'on ne demande pas d'afficher, heureusement qu'il n'affiche pas ce qu'il fait. Sinon, si on fait 1 milliard de calculs, on aurait 1 milliard de lignes à droite. Donc quand à gauche, on veut afficher quelque chose, il va falloir lui dire explicitement. Par exemple, print 1+2. Et là, quand je l'exécute, il va m'afficher le 1+2. Voilà, on a vu la structure du logiciel. Vous allez pouvoir changer des paramètres dans Settings. Vous pouvez changer la langue en français. Du coup, il dit qu'il faut redémarrer Piso. C'est pas grave, je vais le laisser en anglais. Bon, on va pas aller plus dans le détail. Ça, je l'ai expliqué. Maintenant, il faut que vous connaissiez les types d'exécution possibles. Quand on fait des cellules, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Les cellules, vous voyez, c'est quand on met des doubles dièses. Ça sera pratique pour des questions ou des exercices. Par exemple, je vais traiter la question 1. Alors au début, je vais vous montrer l'exemple avec un exercice. Si vous faites l'exercice 1, vous allez avoir dans la question 1, vous mettez un seul dièse pour mettre du texte qui sera du commentaire. Puis après, on a l'exercice 2. Et puis après, on a l'exercice 3. Vous remarquez qu'à droite, il y a des choses qui apparaissent. Pardon, exercice. Ça s'appelle des cellules. Ici, on peut naviguer entre les cellules en cliquant dessus et on va pouvoir n'exécuter que des cellules. F5, ça va exécuter l'intégralité du code et en plus, ça va avoir l'avantage, puisqu'on a coché l'option Change Return Executing File, puisqu'on exécute le fichier, il va changer le répertoire de travail et il va être capable de trouver vos fichiers en chemin relatif, des images, des bases de données, des textes, etc. On en reparlera largement quand vous traiterez tous ces sujets-là. Et donc F5, c'est important, au moins une première fois quand vous utilisez. Après, CTRL Entrée va permettre d'exécuter des cellules. Si je fais CTRL et Entrée, vous verrez que mon curseur est pour l'instant dans la cellule 1, il n'exécute que la cellule 1. Si je fais CTRL Entrée dans la cellule 2, il n'exécute que la cellule 2. Et si j'exécute que la cellule 3, voilà, c'est pareil. Ça sera pratique pour faire des exercices sans réexécuter tous les exercices précédents, qui parfois même prennent du temps lors des calculs. Voilà pour l'organisation. On peut même aller plus loin en montrant qu'on peut mettre des commentaires, par exemple avec 3 guillemets. Et là, l'avantage, c'est que ça nous permet de les mettre sur plusieurs lignes. Dans cet exercice, on traite de... Et puis après, vous choisirez bien ce que vous direz. OK. Maintenant, j'ai parlé d'F5 pour exécuter tout. J'ai parlé de CTRL Entrée pour ne faire qu'une cellule. Et maintenant, il y a qui permet de faire qu'une ligne. La touche Alt et Entrée vous permet d'exécuter une seule ligne. Ça peut être pratique pour voir ce que fait une ligne uniquement dans votre code sur la droite. Voilà, si par malheur vous appuyez à gauche et que vous faites appuyer un rond, c'est pas très grave. Pour le faire disparaître, il faut réappuyer 2 fois. Si maintenant vous l'avez laissé, que vous avez exécuté votre code, il se passe un truc bizarre. Il y a marqué module. Et en fait, vous avez des outils qui viennent d'apparaître. Regardez bien quand je les ferme. Si j'exécute comme ça, il ne se passe rien. Les outils restent non accessibles. Si je mets ça et que je fais F5, les outils arrivent. En fait, c'est un mode de débugage qu'on n'utilisera pas. Il faut juste que vous sachiez qu'il suffit de faire la petite croix rouge, d'enlever le point rouge et vous repartez à 0. Voilà. Maintenant, on va rentrer sur la question 1. Donc là, je vais marquer question 1. Notez un raccourci très intéressant, c'est que pour sélectionner un mot dans le code, ici, dans Piso, vous double-cliquez dessus. Et comme ça, ça vous sélectionne le mot. Ça va vite. Il faudra que vous appreniez à
à gagner du temps, parce que vous ferez que 2 heures d'infos par semaine pendant une centaine de semaines sur 2 années de prépa, un peu moins en réalité. Et donc c'est important, même si c'est que 10 minutes que vous gagnez toutes les 2 heures, c'est quand même important de le faire. Donc ici, deuxième avantage, c'est que, voilà, je crois que je l'ai dit, vous les voyez en surbrillance quand vous les mettez, quand vous les sélectionnez, je ne l'avais pas dit encore. C'est vachement intéressant quand vous utiliserez des fonctions pour identifier où est-ce que vous les utilisez, par exemple. On verra ça tout à l'heure. Ok, donc ça va être la question 1. Question 1. Et puis, on va vider le texte et on est prêt pour coder. Alors, je regarde, on n'enregistre pas encore. Donc, on vous fait d'abord travailler sur la partie droite. Dans la partie droite, vous voyez, on va d'abord travailler sur les types des nombres entiers et flottants, puis sur les booléens, puis sur les listes, et ensuite on va utiliser un peu de range, parce que finalement tout ça, c'est ce que vous allez manipuler tous les jours en informatique, et il faut que vous les maîtrisiez. Donc d'abord, on va travailler sur les flottants et les entiers. Alors, ici, pour remettre à zéro notre console, parfois vous avez des choses qui sont en mémoire et vous voulez les vider, plutôt que de faire comme je vois souvent la croix rouge et ensuite relancer la console, vous avez un petit bouton actualiser qui fait exactement la même chose, sauf que bon, il reste des choses écrites, mais c'est pas très grave. Du coup, apprenez bien à utiliser ce bouton actualiser. On me demande de taper à droite x égale 42. Je fais une affectation. J'affecte la valeur de 42 dans la variable x. Si je vérifie, x maintenant vaut 42. C'est-à-dire que x renvoie, quand je le demande dans la console, la valeur de 42. Je peux vérifier son type. Type x, vous allez voir que c'est un entier. OK. Maintenant, je crée y égale 42,0. Si pour vous, ça semble vraiment anodin, ça ne l'est pas du tout en informatique et on a la chance parce qu'en Python, on va pouvoir à peu près faire ce qu'on veut sans rien déclarer à l'avance. Mais quand vous allez avancer dans le monde de l'informatique, vous allez voir que dans d'autres langages, il faut déclarer intégralement les types et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi entre les différents types. Ici, y égale 42. Si je fais type de y, vous allez voir que ça va être un flottant. Petite astuce pour ne pas tout retaper. Chaque fois que vous écrivez des lignes, vous pouvez les rappeler facilement ici. Vous cliquez dans la console et vous faites la flèche du haut et ça va vous permettre de remonter toutes les lignes que vous avez déjà tapées, flèche du haut, flèche du bas. Et par exemple, ici je veux refaire type x, mais je vais changer x en y. C'est hyper rapide. On peut même retrouver une ligne qui commence par une lettre. On écrit le début de la lettre et on fait la flèche du haut. Alors pour x, il ne veut pas là, mais par exemple pour t, il va me retrouver... Ah, j'ai fait des bêtises. T, et puis il va me retrouver toutes les lignes qui commencent par t. Si je veux effacer ce qui est dans la console, apprenez ces petites choses-là, ça vous gagnera du temps. Vous faites échappe et ça disparaît. Donc maintenant, type y, on obtient un flottant. Bon, la différence, elle est fondamentale au niveau de l'encodage du nombre dans l'ordinateur. Et chaque fois que vous allez manipuler des nombres flottants, parce que finalement le monde des entiers est relativement peu utilisé, vous allez vous rendre compte, et ça sera un cours en fin de première année, qu'il y a des vraies problématiques de nombre fini de représentation de nombres dans l'ordinateur, et que par exemple 0,1 plus 0,2 moins 0,3 qui devrait donner un nombre qui vaut, je vous laisse tous deviner, ne vaut pas 0. Et ça, ce genre d'erreur, ça a fait exploser une fusée Ariane, ça a fait passer un missile Patriot dans un système antimissile. C'est quelque chose qui est très important. Donc ne trouvez pas anodin de voir 1,0 et surtout quand vous envoyez, ne les enlevez pas, c'est qu'ils ont une bonne raison d'être. Souvent on ne les met pas d'abord et puis on se rend compte qu'il y a un problème et on les rajoute. Maintenant, Python est vachement sympa parce que lui, il sait faire des choses comme A égale X plus Y. Il va prendre un flottant, un entier, puis il va en faire quelque chose. Et si on regarde, il va en faire un flottant. Il a accepté de faire la somme des deux et il se débrouille avec les types. Donc ça, c'est plutôt sympa pour nous. Faites attention, soyez conscients de ce qui se passe. J'en ai fini pour cette petite partie-là. Maintenant, on parle des booléens. Un booléen, c'est soit true, soit false. Quand vous l'écrivez, il devient noir. Attention, ça n'est pas true avec des guillemets ou false avec des guillemets. C'est pas du tout pareil. Donc un booléen, c'est soit true, soit false. C'est le résultat d'un test. Par exemple, si vous testez 1 égale 2, il faut mettre double égal, sinon ça ne marche pas. Mais il va nous dire que c'est faux. Si vous testez 2 égale 2, il va nous dire que c'est vrai. Si vous testez true or false, vous savez que vrai ou faux, en informatique, ça veut dire vrai. Si vous testez true and false, vrai et faux, il va vous dire faux. Voilà, c'est un booléen. Petite chose très intéressante, quand vous mettez true or false, en fait, vous pouvez mettre true et ce que vous voulez,
il ne va, comme il a la réponse, true n quelque chose, non, c'est true or. True or quelque chose, indépendamment de ce que je vais rajouter, le résultat sera true. Parce que pas mal avec Python, c'est qu'il n'estime pas les tests suivants. La preuve, si vous mettez 1 sur 0, ça fait une division par 0, il n'est pas content. Mais si vous mettez true or 0, 1 sur 0, il fait le premier test. Vachement intéressant en termes de complexité sur, par exemple, la programmation dynamique en deuxième année, où vous ferez plein de tests. Et on aime bien qu'il ne fasse pas d'auto-appel d'une fonction plusieurs fois s'il n'en a pas besoin. Donc ça sera pratique. Bon, donc maintenant, vous voyez les petits tests qu'on fait à droite. Si on fait z est égal, les parenthèses servent à rien, mais c'était pour que vous voyiez bien qu'on met un test dans les parenthèses. Et puis qu'on vérifie, on obtient un booléen z égale true. Parce que 1 est supérieur à 0. Si on enlève les parenthèses, ça marche aussi, mais ça devient vite, quand on ne met pas les espaces, un peu lisible pour vous, parce que vous ne comprenez pas trop ce qui est fait. Mais on a toujours notre booléen. On peut tester, est-ce que notre booléen vaut true? J'ai fait une bêtise, avec un T majuscule, et il nous dit que oui, c'est bien true. Ok, très bien. Les erreurs que vous ferez souvent, c'est de mettre true entre guillemets, et ça marchera jamais. Ok, ici on fait un test avec un OR, mais je vous en ai parlé. T égale 0 égale 1 ou 1 différent de 2. Ça c'est faux et ça c'est vrai. Du coup, le résultat avec un OR, ça sera true. On peut vérifier. Et T égale true. Vous noterez que déjà, on est en train d'aborder le fait qu'il y a deux types d'opérations que font les ordinateurs. Soit on fait des opérations, x plus y, soit on fait des affectations, c'est-à-dire qu'on stocke dans une variable le résultat d'une opération ou un résultat quelconque. Donc, ayez la notion de opération et affectation. Affectation, c'est récupérer quelque chose et le mettre dans une variable. J'en ai fini avec les booléens. Ensuite, on ne l'a pas mis ici, mais je vais parler juste très rapidement des chaînes de caractères pour que vous les ayez quand même vues une fois. Une chaîne de caractères peut s'écrire entre guillemets classique, entre guillemets unique, entre 3 guillemets unique et 3 guillemets classique. Ça a des intérêts. Par exemple, vous voulez écrire la phrase coucou, non, il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis là. Là, il y a un problème. Parce qu'on ferme la guillemets quand on l'ouvre, en fait. Du coup, ici, si vous mettez 3 guillemets à gauche, 3 guillemets à droite, ça ne passera pas, parce que c'est les mêmes types de guillemets. Mais si on utilise 3 petits guillemets à droite, 3 petits guillemets à gauche, et qu'on met notre phrase avec un simple guillemet à l'intérieur, et bien là, ça fonctionne. Voilà, petite chose à savoir. On manipulera beaucoup les chaînes de caractères, on en reparlera plus tard. Mais comme ça, vous voyez comment on les écrit. Maintenant, on va parler des listes. Donc les listes, ici on vous demande de créer une liste. C'est donc un ensemble organisé d'éléments. Et ici, par exemple, c'est un ensemble organisé d'entiers. L égale, et quand je tape L, j'obtiens ma liste. Ok. On fait type de L. C'est une liste. On peut faire help L. Alors, c'est help. Alors, on verra après. Ok. Dans une liste, on a des éléments qui vont avoir un indice. On va parler d'indice et de séparateur. Sur mon site, vous allez trouver dans la partie informatique base Python un cours sur les listes et un résumé sur les listes. Là, j'ai ouvert le cours, je voulais ouvrir le résumé. Dans ce résumé, vous avez pas mal de choses à connaître. Et puis ici, je parle de séparateur et d'indice. Et c'est ça qui est super important à retenir une fois pour toutes, pour vos 1, pour vos 2, 3, voire parfois 4 années de prépa. Il faut connaître ça par cœur. Ou au moins savoir l'utiliser. Alors, si j'écris L de 0, j'obtiens le premier terme. Oui, en Python, les indices vont de 0 à, si j'appelle n la taille de la liste, ça va de 0 à n-1. Extrêmement important à retenir. Si je fais L de 1, j'obtiens le deuxième terme. L de 2, le troisième terme. L de 3, le quatrième terme. L de 4. Par contre, regardez bien, L de 5. Il y a 5 termes. J'obtiens une erreur, list out of range. List index out of range. Je suis allé trop loin. 5 n'existe pas dans la liste. Chaque fois que vous verrez apparaître une erreur, déjà sachez lire la dernière ligne, c'est souvent celle qui est la plus importante. Mais je vous invite vraiment à mettre en fond d'écran de votre ordinateur, par exemple, une petite fiche que j'ai mise ici sur quelques erreurs, résumées, et qui vous aidera énormément sur toutes les erreurs que vous allez trouver. Par exemple, list index out of range, vous allez trop loin dans la liste. Hop. On peut obtenir la taille de la liste, len de L.
j'ai 5 éléments dans ma liste. Ok. Si vous voulez avoir le dernier élément, on a vu qu'il fallait faire len de L de len de L. Ce que feront les élèves, c'est qu'ils écriront ça. Et en fait, vous faites L de 5. On a vu que c'était pas bon. Le dernier élément de la liste, c'est celui qui est juste avant la fin. D'indice len de L moins 1. Mais vous, finalement, vous écrirez jamais ça. Enlevez le len de L et faites L de moins 1. Python nous permet d'aller chercher les listes dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'L de moins 1, c'est le dernier terme, L de moins 2, c'est l'avant-dernier, L de moins 3, c'est l'avant-dernier, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est à retenir. Maintenant, on va parler des slices. Donc là, dans ma petite capture que je vous ai faite du résumé, on a les indices des objets. Vous voyez, 0, 1, 2, 3 pour les 4 objets, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Dans les slices, c'est-à-dire le fait d'aller chercher plusieurs termes dans une liste. Cette fois-ci, on ne parle pas d'indice, mais de séparateur. Séparateur, c'est entre les objets, regardez bien. Le séparateur 0, il est là. Le séparateur 1, il est là. Et en fait, quand vous allez écrire quelque chose comme ça, L de 1, 2.3, vous allez dire que vous allez du séparateur 1 au séparateur 3. Et vous allez finalement prendre les termes d'indice 1 et 2. Vous allez donc aller de 1 inclus à 3 exclus. Extrêmement important à retenir. Et vous allez l'utiliser très 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 souvent. Du coup, L de 1, 2.2, ça va nous donner que le terme d'indice 1, le deuxième terme de la liste. L de 1, 2.3, les deux. 2.4, si on veut tous les termes à partir de 1, on ne précise pas à la fin, ça ne sert à rien. L de 1, 2 points. Si on veut tous les termes jusqu'au séparateur 3, c'est-à-dire jusqu'au deuxième terme, on va faire 2.3. Et on obtient les termes, j'ai dit deuxième, mais d'indice 2, c'est-à-dire 0, 1, 2, les trois premiers termes. Voilà, donc ça, c'est à retenir. Ensuite, on a la possibilité de faire une somme avec des listes. L plus L, ça marche. Ça fait ce qu'on appelle de la concaténation, ça met les deux listes l'une dans l'autre. Ok, alors justement, on va regarder quelque chose. On va taper dire L ou dire liste pour voir toutes les méthodes qui sont disponibles sur les listes. Et nous voilà avec une grosse liste. D'abord, on voit apparaître toute une partie de méthodes, ça s'appelle des méthodes, qui sont encadrées par des double underscores, ce qu'on appelle dunder en informatique. C'est des magic méthodes, c'est des méthodes que vous n'avez pas à connaître et qui vont être utilisées automatiquement. Par exemple, quand on a fait L plus L, on a demandé de sommer deux listes. Du coup, il est allé chercher la magic méthode add pour faire la somme de deux listes, parce que quand il voit un plus, il cherche à faire add, et ça a été programmé pour que ça fasse la concaténation des deux listes. Donc finalement, ce que vous utiliserez, tout ce qui est avant, vous allez l'utiliser sans faire attention. Mais ce que vous utiliserez, c'est les méthodes qui ne sont pas entourées de dunder, c'est-à-dire toutes celles-là. Append pour ajouter un élément, clear pour nettoyer, copy pour copier une liste, count pour compter le nombre d'éléments, extend pour ajouter des éléments, ce qui revient un peu à append, on pourra rajouter une liste, ce qui revient un peu à add aussi, index pour trouver la position d'un élément dans une liste, insert pour insérer un élément, pop pour le retirer là où on le veut, remove pour changer un élément dont on connaît la valeur, quand on connaît l'élément et pas son indice, reverse pour l'inverser, sort pour la trier. Par exemple, si je fais L.sort avec des parenthèses, et bien maintenant ma liste a été triée. On dit en place, mais elle était déjà triée. Mais si maintenant je fais L égale L.reverse, regardez bien, L.reverse, elle va être inversée. Et si je fais L.sort, elle va être retriée. On dit que c'est fait en place puisque il modifie les éléments de L directement à l'intérieur de L. Bon, bah maintenant on va faire L.append puisque c'est ce que vous utiliserez à peu près à tous vos TD. L.append. Tiens, vous vous demandez comment ça s'utilise. Vous faites help et vous obtenez l'aide de Python. Sauf que j'ai raté quelque chose parce qu'il ne fallait pas mettre les parenthèses. Et on va vous expliquer que append, on met un objet, méthode of building the list sentence, append object to the end of the list. Donc on ajoute un élément à la fin de la liste. Donc si on écrit L.append de 2, je vais copier ce que je viens d'écrire. 1, 2, 3, CTRL-C, échappe. Je vais d'abord afficher L. Et je vais remettre L.append de 100.
j'obtiens un élément de plus dans ma liste. Très bien. Vous voulez faire une liste vide, vous faites L égale et vous mettez des crochets vides. Après, vous faites L.append, vous obtenez votre liste avec un élément. OK. Du coup, ça va être assez facile de manipuler les listes parce que vous ferez quasiment tout le temps du append. Maintenant, il me reste un dernier truc à vous montrer. C'est que quand on écrit L, il renvoie un résultat. Quand on écrit L.append, il ne renvoie pas de résultat. Et en Python, ne rien renvoyer, ça s'écrit, ça a un nom, ça s'appelle none. N-O-N-E, avec une majuscule. None existe. Regardez bien, si je fais L.append de 100 égale none, je teste si ça vaut none, le résultat c'est vrai. L.append 100 renvoie rien, donc renvoie none. Super important parce que vous ferez souvent cette erreur et elle vous compliquera un peu la vie. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'élément L est ajouté à la liste. L'élément 100 est ajouté à la liste et puis on renvoie rien. Du coup, l'erreur que vous ferez, c'est ça. L égale L.append 100. Alors, avant d'écrire ça, on regarde ce que vaut L. CTRL X, L. Il y a deux termes 100. Et j'écris L égale L.append 100. Puis après, je vais aller récupérer mon premier terme de la liste, L de 0. Et là, j'ai une erreur non-type. Alors, on va aller voir notre petite fiche des erreurs. Non-type. Vous voyez apparaître le mot non-type, c'est généralement que vous avez oublié un return dans une fonction, ça on le verra tout à l'heure, ou que vous avez retourné L.append. En fait, L.append renvoie none. Et c'est ce qu'on a fait. On a retourné le résultat de L.append pour l'affecter à la liste L. Regardez bien, L est devenu rien. Si je teste L égale none, il est passé à true. Pourquoi? Parce qu'en écrivant L.append 100, il a rajouté 100 dans la liste L, donc ça a été une liste à 3 valeurs, mais ensuite il a renvoyé none et il a stocké dans L qui a écrasé celle d'avant, il a stocké le résultat none. Donc ça, vraiment, faites très attention à ça. Quand on fait L.append, ça travaille en place dans la fonction, ça ne renvoie rien. Voilà, j'ai fait le tour des listes. Il me manque un petit truc qui est intéressant à discuter que je fais d'habitude dans le cours, donc là il n'est pas dans le TD. Vous voulez créer une deuxième liste égale la première. Alors je vais recréer ma liste L, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Je crée une deuxième liste égale la première. L, L, j'ai mes deux listes. Et là, vous ferez une énorme erreur. Ne jamais égaliser deux listes. Parce qu'en fait, vous égalisez le nom de la liste, mais pas le contenu de la liste. Autrement dit, si je vais modifier une valeur, par exemple, je veux changer le premier terme de L et je vais mettre 100, 100. Je regarde combien vaut L, ça a marché, mais je regarde combien vaut LL et ça a modifié LL aussi. En fait, égaliser deux listes, c'est égaliser les noms. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, retenez ça. Du coup, si vous voulez faire deux listes indépendantes, il y aura deux solutions. Vous ferez soit LL égale L.copy, puisqu'on a vu que c'était une méthode qui était disponible. Regardez bien, quand on va dans les listes, ici on a copy. Pensez à appeler la fonction, parce que copy sans parenthèse, ça donne quelque chose, regardez bien. LL, ça donne la fonction, la méthode copy. Mais c'est pas ce qu'on voulait, nous. Ce qu'on voulait, c'est l'appeler la méthode pour qu'elle s'exécute. Donc là, je vais faire L égale LL.copy. Enfin, LL égale L.copy. Je vérifie L, LL. Mais l'avantage maintenant, c'est que si je modifie L, que je mets 0 en premier terme, L, ça a été modifié et LL n'a pas été modifié. Une deuxième astuce, c'est que, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais quand on peut écrire ça. Pardon. On peut écrire L de 2 points. Ça semble servir à rien. On fait des slices sur toute la liste. On récupère tous les éléments de la liste. Et en fait, ça fait une copie de la liste. Du coup, quand on fait L égale L, alors c'est pas ça que je voulais faire, LL est égal à L de 2 points. D'un coup, j'ai créé une nouvelle liste LL basée sur la liste L, mais qui n'est pas la même. J'ai pris ces éléments. J'ai pas pris la liste, j'ai pris ces éléments. Et ça change tout. L de 0 égale 999. 99. Si je fais L et LL, j'ai bien créé deux listes indépendantes. Donc c'est une astuce que vous verrez parfois dans les TD, d'écrire quelque chose comme ça avec des slices. C'est juste pour faire une copie sans appeler la méthode copy. Ça revient au même. Voilà, on a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à parler du range. Range, quand on l'écrit dans la console à droite, ça affiche rien. C'est un peu gênant. Range de 1, on met une virgule de 1 à 10 par exemple. Pour qu'on affiche ce que ça donne, on va le transformer en liste et là vous allez voir le résultat.
On va utiliser range tout le temps, à tous les TP. Range de 1 à 10 va de 0 à 9. Va de 1 à 9. Le premier est inclus, le deuxième est exclu. C'est ultra important de rentrer ça dans vos têtes tout de suite et définitivement. Range ne va pas jusqu'au dernier terme, il va jusqu'à l'avant-dernier, jusqu'au terme n-1. Bon. Si je veux aller à partir de 0, en fait, montrez que vous avez un peu d'expérience en Python, il n'y a pas besoin de l'écrire, vous mettez range de 10, ça va directement de 0 jusqu'à 9. Vous voulez aller de 2 à 9 ou de 2 à 10, du coup je vais mettre 11. Vous voulez y aller de 2 en 2. Vous allez pouvoir préciser le pas avec un troisième argument, virgule 2. Et attention, il va bien s'arrêter à 10. Si par exemple je mets range de 12, de 2 à 12, vous allez croire qu'il va aller de 2 à 12. Non, il va aller 2 à 10, puisque 12 est exclu. Donc Berthe va dire ça. Si vous faites un range dans le mauvais sens, par exemple de 5 à 2, il bug pas, mais il fait rien. Il fait une liste vide. Donc il faut toujours que ça soit croissant. Si vous faites un range de moins 4, ma liste elle a bien, rappelez-vous, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc ça va inclure la première borne. De moins 4 à moins 2, ça va exclure la deuxième, donc on va obtenir que deux nombres. On va obtenir range de moins 4 à moins 2. Attendez, liste de range de moins 4. Oui, parce que j'ai oublié. Non, c'est pas, j'étais sur L, pardon. On va obtenir les indices moins 4, moins 3. Et donc, si on appelle L là-dedans, bah, évidemment, on obtiendra les termes qui sont 4 et 6. Moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, on peut faire des ranges dans le négatif, mais il faut encore que ça soit croissant. Borne de gauche toujours incluse, borne de droite toujours excluse. Il ne nous reste plus qu'à voir si on peut faire des ranges qui descendent, parce qu'on a vu que c'était a priori pas possible. Je veux aller de 10 à 0. Il y a deux choses à savoir. D'abord, la première, c'est qu'il va falloir mettre un pas négatif, et dans ce cas-là, il va l'accepter. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas parce qu'on va en arrière qu'il n'a pas exclu la deuxième borne, et vous allez voir qu'il va s'arrêter à 1. Du coup, il va falloir faire range de 10 à moins 1 par tranche de moins 1. Et voilà comment on peut faire une liste décroissante. Voilà. Pour la question 1, on a fait le tour, on a joué avec la console, on a vu les types et on a fait passer plein de messages qui étaient vraiment très très importants. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors, question 2. On vous donne un code. Moi, j'ai déjà ouvert un fichier Python à côté pour ne pas le retaper complètement. Je le prends. Le but là, c'est déjà de vous remettre à l'aise avec une fonction extrêmement simple qui fait la somme de termes dans une liste. Donc on vous donne une fonction. Regardez bien, on écrit def pour créer la fonction. Il faut toujours, quand on utilise for, while, def, if, etc., finir par deux points et une indentation. L'indentation, c'est un 4 espaces ou une tabulation. Regardez bien, si je reviens en arrière, je fais une tabulation. Ou je fais 1, 2, 3, 4 espaces. Ça marche pareil. Et donc Python saura que dans la fonction, tout ce qui est indenté est dedans. On peut mettre de l'aide. Ici, vous avez un champ aide qui normalement, si je fais F5 pour mettre la fonction en mémoire et que je fais help de ma fonction, j'obtiens l'aide qui a été écrite ici en bleu. Cette fonction, quand elle va être appelée sur une valeur de 5, va remplacer n par 5 et va, d'après le texte, mais on va pouvoir le vérifier, faire le calcul de la somme des termes de 0 inclus. Hop, k, parce que k va commencer à 0, pardon, donc de 0 inclus jusqu'à n inclus, puisqu'on va jusqu'à n-1 dans le range. Donc on va faire la somme 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n inclus. Cette somme étant initialisée à 0, on lui ajoute les termes k plus égale k. K étant le terme qu'on ajoute. Et à la fin, on retourne le résultat de la fonction, donc la somme de tous les termes. Je vais faire F5 et je regarde le résultat à droite. Et effectivement, j'obtiens bien 15, qui est la somme des termes 1 plus 2, 0, on s'en fiche un peu, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. On obtient bien la somme. Bon, ça vous permet de revoir un petit peu la structure. Vous aurez à l'écrit à faire des indentations et des barres d'indentation. Regardez bien l'ordre de grandeur. C'est à peu près 1 cm. Faites pareil sur vos copies. Vous baissez un petit centimètre, vous mettez une barre. 1 cm, vous mettez une barre. Vous ne les mettez pas trop fortes avec du crayon à papier, vous écrivez dessus. Ça sera attendu au concours. Il faut que le code il soit bien rédigé et qu'on n'ait pas de doute sur votre indentation. Bon, donc on me demande de faire somme de 10. Bon, vous aurez compris que ça fait la somme des termes de 0 à 10. On vous demande de faire somme de moins 2.
eh bien il ne va rien se passer. C'est normal parce qu'en fait vous êtes en train de faire un range, n égale -2, donc range de -1. Et range de -1, c'est comme faire range de 0 à -1. Je vais faire liste. Ça donne rien. C'est parce que les nombres sont décroissants. Du coup, ça donne rien. Ensuite, on vous demande de vérifier que la somme de 120 donne bien le résultat théorique de la somme des termes de 1 à 120. Pourquoi? C'est le premier terme plus le dernier terme, c'est-à-dire 1 plus 120, multiplié par le nombre de termes et divisé par 2. Et ça vous permet de vérifier que la fonction somme 1 fait bien la somme des 120 premiers termes, des 120 premiers entiers. Si on regarde un petit peu les détails de cette fonction, il faut que vous pensiez à bien indenter return au bon endroit. Souvent, au début, vous allez mal indenter return et du coup, vous aurez un résultat qui est faux. Ici, par exemple, il m'a renvoyé F5, il m'a renvoyé none. Pourquoi il me renvoie none? Alors, c'est facile. None, regardez bien, c'est généralement que vous avez oublié un return dans une fonction, que vous avez retourné l.append. Ça, on l'a déjà vu, mais vous avez oublié un return. Alors, il est présent. Est-ce que c'est ça notre problème? Pas sûr. Laissez-moi réfléchir. Test, somme 1. Ça me met... Ah oui, mais non, mais là c'est normal parce que... Oui, c'est ça intéressant. J'ai laissé -2 comme test. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne retourne rien. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans la boucle, mais il ne rentre pas dans la boucle, puisqu'on a vu que le range est dans le mauvais sens. Du coup, comme il ne rentre pas dans la boucle, il ne lit aucun return. Et comme il ne lit aucun return, il ne renvoie rien. Ou autrement dit, il renvoie none. On peut vérifier. Égal none. C'est vrai. En fait, là, je suis dans un cas particulier. Je suis mal indenté et en plus, je ne rentre pas dans la boucle. Si maintenant, je fais la somme des termes de 0 à 120, cette fois-ci, j'obtiens que 0. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans la boucle, il fait S plus égale 0 et il renvoie S sans exécuter la boucle. Il s'arrête. Donc l'indentation de votre return est extrêmement importante pour que tout fonctionne. Voilà, souvent je vois les élèves qui ne mettent pas de test à gauche, ils font la fonction, ils la mettent en mémoire, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous faites F5, vous avez mis la fonction en mémoire, mais elle n'est pas exécutée. Vous l'avez juste définie. Du coup, après, il faut l'appeler. L'appeler, c'est l'écrire et mettre quelque chose dans la parenthèse. Ça, c'est l'appeler. Du coup, les élèves, ils modifient le code à gauche, ils font le test à droite, et encore, ils ne font pas flèche, du coup, ils réécrivent tout. Somme 1, 2, 10. Perte de temps. Pensez à mettre vos tests à gauche. Vous mettez votre somme, vous faites un petit print test, F5, et comme ça, à chaque fois, somme 1, je l'ai bien écrit, j'ai mis n au lieu de, 10. Voilà, comme ça, chaque fois que vous faites une modif, vous voyez le résultat directement à droite. Bon, voilà pour ça. Donc un petit rappel sur les fonctions, leur structure, et puis l'importance de ce que ça retourne. Si vous avez une erreur none, c'est que souvent vous avez oublié un return ou qu'il n'a pas été lu. Et c'est ce qu'on vient d'expérimenter ensemble. Ok, maintenant, on va pouvoir s'amuser à coder nous-mêmes. Donc on va y aller assez doucement, d'abord des boucles for, puis après des while, et ensuite des conditions, et puis on ira faire un petit exercice de détermination des premiers nombres parfaits, des premiers entiers parfaits. Alors on va créer une fonction factorielle. Souvent, il suffit de copier-coller et d'adapter des fonctions. Sauf que quand on copie-colle, souvent on oublie de faire des modifs. On est sur la question 4. La question 4, elle me demande d'écrire une fonction factorielle n qui va s'appeler factorielle 1n, qui va faire le calcul de 1 fois jusqu'à n en lui donnant n. On vous demande de la faire avec une boucle for. Ok. Alors, je copie tout, comme ça j'aurai même mon test. Je ne veux pas faire le test précédent, je peux le commenter. Alors je peux le commenter aussi de manière différente. Là j'ai fait un commentaire en mettant 3 guillemets puis 3 guillemets. Il est aussi possible, regardez, de faire un commentaire avec des dièses et de l'automatiser. Ici vous sélectionnez vos lignes, vous faites Edit Comment, ça va commenter. Edit Uncomment, qui est CTRL-T, CTRL-R, CTRL-T. Du coup CTRL-T ça commente, CTRL-R, CTRL-T, vous voyez je peux commenter, décommenter. Pareil, j'ai oublié de vous montrer qu'on pouvait jouer sur l'indentation. Donc l'indentation, c'est donc soit la tabulation, soit 4 espaces. Et on peut tout modifier l'indentation d'un coup. Vous sélectionnez votre code. Soit vous faites Edit et vous faites indent, dédente, soit vous faites Tab et Shift Tab. Donc Tab, ça indente, et Mash Tab, ça dédente. Alors, on fait notre fonction factorielle. Factorielle 1. On n'oublie pas que notre test, double-clic sur le nom, il doit être mis en bas,
Comme ça, on vérifie bien la fonction factorielle 1. J'ai pas envie de mettre dead, je l'enlève. Factorielle 1 doit envoyer le produit des nombres entiers de 1 à n. n inclus, 1 inclus, mais pas 0, sinon ça annule tout. Du coup, pour être logique, je vais appeler ça fact, histoire qu'on sache que c'est le factoriel. Donc fact, on va l'initialiser à 1, surtout pas à 0, sinon le résultat sera nul à la fin. Et on va se balader avec un indice. Les indices, vous devez utiliser les lettres IJK, n'utilisez pas autre chose sauf si vous êtes contraint. Et si vous faites des parcours sur autre chose que des indices, n'utilisez pas les lettres IJK. Donc là, for k, allez, je vais mettre for i, in range de, il faut que j'aille jusqu'à n plus 1, et il ne faut surtout pas que je commence à 0, sinon je vais annuler le produit de tous mes termes. Donc je commence à 1. For i, in range de 1 à n plus 1, je vais prendre mon résultat fact que je vais multiplier fois égal. Je peux écrire fact égale fact fois k, mais ça revient au même. Fact fois égal k. Il va multiplier fact par k. Alors c'est k, maintenant je l'ai appelé i. Du coup, i va valoir 1, il va multiplier par 1, puis il va par 2, puis 3 jusqu'à n, et il va renvoyer le résultat du factoriel. Normalement, ça fonctionne. F5, j'obtiens un résultat relativement grand, qu'on va pouvoir vérifier en mettant un factoriel 5 par exemple. Et factoriel 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, et ça donne bien 120. Je vais virer mes tests. Hop. Et je vais exécuter que la cellule 4 plusieurs fois, contrôle entrée. Voilà, ma fonction factorielle fonctionne. Maintenant, on veut vous faire la même fonction, mais avec une boucle while, enfin avec un while, une condition. Du coup, vous allez souvent avoir des problèmes avec while, c'est pour ça que je vous fais d'abord faire quelque chose. Je vous demande d'écrire while true. La structure d'un while, ça va être while puis une condition, qui tant qu'elle est vraie, on exécute ce qu'il y a dans le while. Et dès qu'elle est fausse, on ne rentre plus. Si je laisse le code comme ça, il n'est pas content, il me dit que le code est incomplet, du coup il faut mettre quelque chose, alors je mets n'importe quoi, par exemple a égale 1. Et là je fais F5. Et là il faut noter un problème. Ici, il n'y a pas les 3 petits symboles qui me permettent d'écrire. Je peux écrire des choses, mais ça ne sera pas lu, ça ne sert à rien. En fait, Python est en train de tourner en boucle, sans jamais s'arrêter. Si vous voulez vérifier, vous faites print 1. Et justement, vous allez faire une erreur. C'est quand vous n'avez pas la main sur votre code, vous allez faire F5 après une modification. Et il ne va rien se passer. Je l'ai fait une deuxième fois là. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Piso de mettre en attente des exécutions de code du code modifié. Et donc, tant que je le laisse tourner là, je n'arriverai pas à faire quoi que ce soit. Donc, la solution la moins bonne, c'est de fermer complètement la console et de la rouvrir. Bon, l'avantage, c'est que ça a tout annulé ce que j'avais mis en mémoire. J'aurais pu aussi faire le petit actualiser. Maintenant, regardez, si je fais F5, j'obtiens, il n'y a que des 1 qui s'affichent en permanence. Bon, je vais virer ce print, je réactualise ma console, je refais F5. Et là, je vais en mettre plusieurs en mémoire. 2, 3, 4, 5. Apprenez la commande CTRL-I pour casser le code. Je vais faire CTRL et la touche I. Mais le problème, c'est que il vient d'exécuter la deuxième que j'avais mis en mémoire. Je fais CTRL-I, la troisième, CTRL-I, la quatrième, CTRL-I, la cinquième, CTRL-I, et j'ai mis fin à toutes les exécutions que j'avais mises en stand-by. Surtout quand vous utilisez des while, vérifiez que vous avez la main, sinon ne lancez pas des codes avec des modifs et des modifs et des modifs en croyant que ça ne marche pas. Bon, maintenant qu'on sait utiliser le while, on va faire la fonction 5 qui demande à faire la fonction factorielle 2. Et là, souvent, quand on copie-colle comme moi, on oublie de changer l'appel de la fonction ici. Du coup, même si je fais une grosse erreur dans la fonction factorielle, par exemple i divisé par 0, ce qui ne devrait pas marcher, je vais avoir un résultat à droite qui fonctionne, qui me donne bien le factoriel 5, mais je ne me rends pas compte qu'en fait, je suis en train d'appeler la fonction précédente. Donc faites très attention à ça. Je prends factoriel de double-clic, CTRL-C, CTRL-V, et là, je fais F5. J'ai divisé par 0, j'appelle bien cette fonction-là. OK. Maintenant, il faut que je la modifie pour utiliser un while. Donc factoriel 2, elle doit le faire avec un while. Donc fact égale 1, il va y avoir un nombre, i, qui va commencer à 1. On pourrait le faire commencer à 0, on verra après. Ça dépend où est-ce qu'on, dans le while, on va l'incrémenter. On va dire tant que i, et là on ne sait pas encore s'il faut mettre inférieur, inférieur strict, et tout dépend de ce qu'on met, mais tant que i, je vais pour l'instant mettre inférieur ou égal à n. 2 points. J'enlève le for, 3 clics supprimés, et je vais multiplier fact par i. Du coup, la première fois, il va multiplier par 1,
Bon, ok, c'est déjà 1, ça sert pas à grand chose. Et hop, ensuite, il va falloir qu'il augmente la valeur de i. Si j'oublie d'augmenter la valeur de i, bah, il tourne en boucle, il se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, i ne changeant pas, il vaut tout le temps 1, il est toujours inférieur à n, et donc bah, il se passe rien. Je casse le code. Et j'incrémente i. Là que je peux faire deux choix, l'incrémenter avant ou après le calcul. Je vais le faire après pour l'instant. i plus égale 1. Du coup, maintenant on réfléchit. La première fois, ça vaut 1, puis à la fin de la boucle, il vaut 2. Donc, à la toute fin, quand il va rentrer, i vaudra égal n, sera égal à n. Du coup, on multipliera une dernière fois par n, et quand on sort i vaut n plus 1, mais on ne multiplie plus par n plus 1. Donc ma fonction factorielle, elle fonctionne. Si j'incrémente i avant, dans ce cas-là, je ne vais pas multiplier par 1, j'aimerais qu'il fasse le même comportement qu'avant, je veux qu'il multiplie par 1, donc je vais faire partir i de 0, comme ça je rentre dans la boucle, il vaut 1, il multiplie par 1, et là, pour le coup, la dernière valeur, si jamais je mets inférieur ou égal à n, il va multiplier par n plus 1. Du coup, je suis obligé de mettre inférieur strict à n pour obtenir le même comportement. Voilà, donc la boucle while est un petit peu plus délicate à mettre en place, à plusieurs solutions en général en fonction de comment on incrémente, puis souvent vous oublierez en plus de l'incrémenter. Du coup, ne réservez les while qu'à des simulations où vous ne connaissez pas a priori simplement le temps, le nombre d'itérations. Quand vous le connaissez, vous faites un for. Le while, c'est souvent en simulation, vous envoyez un objet qui va être soumis à la gravité qui va tomber, vous ne savez pas au bout de combien de temps il atteindra le sol. Vous faites des algorithmes de dichotomie, par exemple, qui divisent par 2 par 2, on pourrait prévoir le nombre de termes, le nombre de calculs, mais on n'a pas très envie de faire le calcul, du coup on va mettre un while jusqu'à ce qu'on ait assez divisé pour que ça s'arrête. Mais sinon, privilégiez le for. Là, dans ce TD, le but c'est de vous faire réviser, apprendre les différentes utilisations. D'ailleurs, j'avais marqué question 2, c'est question 5. Voilà pour la 5. Maintenant, dans le fichier, on vous a partagé quelques lignes que je vais vous montrer. J'enlève ça, c'est la question 6. Voilà. Bon, L1. Vous remarquerez qu'on crée des listes sur une seule ligne. Ça revient à faire une boucle for comme on fait L5. Quand on fait des listes sur une seule ligne, ça s'appelle créer une liste par compréhension. Dans la première, je vais exécuter avec Alt entrée et je vais mettre L1 à droite. Regardez bien, i for in range de 10, on a créé une liste des entiers de 0 à 9. 0 inclus, 10 exclus. Ensuite L2. Compteur carré, for compteur in range de 7. Donc on va comme ça avoir les entiers au carré de 0 à 6. L3, j plus 1 for j in range de moins 2 à 5. Je vous rappelle qu'on va donc aller de moins 2 à 4 et on va faire j plus 1. Donc on va aller de moins 1 à 5. L4, j for j in range de 1 à 8 exclu, donc de 1 à 7 inclus par tranche de 2. 1, 3, 5, 7. Et ensuite L5, qui est cette fois-ci créé tout à fait de manière classique. Je fais F5 où je vais faire la cellule contre l'entrée. Je mets L5 en mémoire, je vérifie et j'obtiens tous les carrés de 0 à 4. Voilà, pas très difficile. Maintenant, une petite chose qui est sympa à voir quand vous faites des listes LX d'abscisse d'une liste par exemple, et puis des listes LY des ordonnées d'une liste qui vont être une fonction. Def f de x, return x carré. Je veux une liste qui va être i for i in range de 1 à 11. Je vais faire tous les carrés de 1 à 10. Eh bien, on peut faire par compréhension sans boucle for les carrés. On va par exemple faire t au carré pour dire terme au carré for t in L. On va pouvoir se balader dans la liste L. Voilà. Au passage, vous noterez que j'ai toujours pas enregistré mon fichier et que si jamais j'ai un plantage, je le perds. Du coup, vous faites fichier save as et vous l'enregistrez quelque part, par exemple sur votre bureau ou dans un dossier perso. Vous lui mettez un nom, tp0, et comme ça, maintenant il y a marqué tp0 et vous le retrouvez sur votre bureau derrière. Bon, ben voilà, ça c'est intéressant à voir. On va vérifier que l'Y fonctionne.
print, j'aurais pu le mettre à droite, hein, mais ly, j'exécute la cellule. Did you mean L1? Qu'est-ce que j'ai mal marqué? Oui, parce que j'ai mis L. Lx. Name t is not defined. For t in Lx, bah oui, j'ai mis L. T. Contrôle entrée. Et j'obtiens tous mes carrés de 1 à 100, enfin les carrés de 1 à 10, comme je l'avais prévu. Donc la liste par compréhension, c'est super pratique, c'est assez propre de l'écrire comme ça. Bon, voilà pour ça. Maintenant, on va s'intéresser à la génération d'une liste par nous-mêmes avec une fonction, puisque pour l'instant, on n'a fait que des calculs. Donc, on va descendre dans le fichier et ça va être la question 7. Alors, pour la ligne 1, 2, 3, CTRL-C, CTRL-V, question 7. On veut que je fasse une fonction générer liste entier 1 def1. Attention, on vous impose les noms, vous devez 100% les respecter. La casse, les lettres, les chiffres, tout pareil. Vous êtes obligé. Et quand on vous demande de faire une fonction, vous devez faire une fonction et non un code qui l'exécute. Vous remarquerez que moi, je fais toujours un petit code pour vérifier, mais à l'écrit, on vous demandera la fonction sans vérification. Donc vous écrirez juste la fonction. Quand on vous demande une fonction, il est très rare de devoir en faire plus d'une. Parfois, il y a des petits cas particuliers où on en fait deux. Et puis, quand on vous demande un code, vous verrez qu'à un moment, je demande un code, écrire un code. Il ne faut pas faire de fonction dans ce cas-là, il faut juste faire le code qui permet d'exécuter, d'utiliser des fonctions. Et enfin, quand on vous fait écrire une fonction dans une question, vous avez le droit à toutes les questions suivantes de l'utiliser, si jamais c'est opportun de le faire. Là, je vais copier-coller la fonction qu'on attend de moi, def, générer liste, 2 points. On me demande de créer une liste, on me précise que deb sera toujours inférieur à fin. Du coup, je n'ai pas à vérifier dans mon code par une assertion, ou assertion, c'est la vérification, sinon le logiciel nous dit qu'il y a un problème, ou par même une condition que je pourrais écrire, je n'ai pas à le faire. On ne vérifie rien si on ne nous l'impose pas ou si ce n'est pas nécessaire. Donc là, on me dit qu'ils seront bien organisés, début sera inférieur à fin, et on veut la liste des entiers entre deb et fin exclus. Bon, bah je vais faire for NBR, ça pourrait être un i si vous voulez, mais c'est un nombre, in range de deb à fin, 2 points, mais je réfléchis. Deb sera inclus, du coup je ne veux pas l'inclure. Fin sera exclu, donc j'ai rien à faire. Je vais devoir compléter une liste, du coup il va falloir l'initialiser. L.append NBR. Je vais initialiser la liste. Hop. Et ensuite, à la toute fin, en indentant bien comme il faut, je vais retourner cette liste. Normalement, j'ai répondu à la question. Je copie-colle l'appel, je fais un test. Je mets un début, par exemple 5 à 10, qui devrait me donner de 6 à 9, et j'affiche mon test. J'enlève le print précédent pour ne plus avoir de print, F5. Et là, L égale liste vide, j'avais mis un L, F5. J'obtiens bien mes entiers de 6 à 9, c'est-à-dire de 5 à 10 exclus. J'ai répondu à la question. Maintenant, on me demande de faire la même chose avec une boucle while. Ça ne sert à rien a priori, si ce n'est à vous entraîner. Je copie-colle ma question 7 en question 8. Je l'appelle fonction 2, je ne me trompe pas pour l'appeler, j'appelle la fonction 2. Pour l'instant, elle fonctionne comme la fonction 1, mais elle ne sert à rien. Parce qu'elle ne fait pas ce que j'ai demandé. Maintenant, on va le faire avec un while. Alors, on se rappelle des choses. On enlève la boucle for. Initialisation et mise à jour. On initialise un nombre qui va être début plus 1. Vous savez qu'à chaque fois, il y a deux manières de faire. Du coup, je vais en choisir une. Je vais dire début plus 1. Parce qu'on pourrait faire début et mettre un plus 1 au début de la boucle while. Moi, je ferai ma mise à jour à la fin de la boucle while. Nombre égale début plus 1. Je vais dire while tant que mon nombre est inférieur ou égal. Je réfléchis après, quand ça sera écrit, c'est plus facile, à fin. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il atteigne fin. Maintenant, j'ai réfléchi. Je vais ajouter ce nombre à ma liste et je vais l'augmenter. Normalement, j'obtiens le même résultat et c'est le cas. Bon, ça demande un peu plus de réflexion qu'une boucle for. C'est pour ça que je vous conseille de faire des for quand on vous impose rien. Si on avait voulu le faire en mettant à jour le nombre avant, ce que je vais faire, j'ai la même fonction, regardez bien, je la copie-colle. Comme je la mets après celle-là,
la deuxième va écraser la première, donc j'aurai le résultat de la deuxième. Je lui dis, tu mettras le nombre à jour quand on rentre dans la boucle. Du coup, il va falloir que tu partes à partir de deb, puisque le premier stocké sera deb plus 1. Et à la toute fin, tu dois aller jusqu'à fin moins 1, parce que tu vas lui rajouter un nombre. Enfin, tu dois aller jusqu'à fin moins 2 pour que le dernier nombre soit fin moins 1. Du coup, pour aller jusqu'à fin moins 2, il faut être inférieur strict à fin moins 1. Ouais, ça devient un peu compliqué pour certains. Et puis en plus, on a encore une option, c'est qu'on peut faire inférieur strict ou inférieur ou égal. Du coup, si je mettais inférieur ou égal, ça serait fin moins 2. Voilà, vous avez compris que selon où est-ce qu'on met l'incrémentation, ça change un peu la donne et que si on a le choix, on fait un for. Voilà, bon, on a fait vraiment toutes les bases ici. On n'a plus qu'à aller faire la fin de l'exercice et donc aller un petit peu plus dans le détail en réutilisant des fonctions précédentes. On va faire une fonction qui donne les diviseurs d'un nombre. On me demande de faire ça. Question 9. Def fonction 2 points. Elle va devoir faire une liste des diviseurs, je vais l'appeler L, qu'elle retournera. Je prépare souvent tout et puis après je réfléchis. Je vais tester ma fonction liste diviseur jusqu'à 10. Est-ce que je donne un exemple? Je donne 50 dans le sujet. Et je vais faire print test. Du coup, pour l'instant, il va juste m'afficher une liste vide. F5, c'est tout à fait normal. Maintenant, je dois réfléchir. Alors, il faut que vous connaissiez par cœur deux petits outils en Python. Si vous faites 10 // 5, ça va vous donner le quotient de la division euclidienne de 10 par 5. Autrement dit, c'est 2. Si vous faites 11, le quotient c'est 2 et le reste c'est 1. Vous obtenez toujours le quotient. Vous aurez compris que jusqu'à 14, on obtient le quotient de 2, et à partir de 15, on obtient le quotient de 3. Deuxième outil à connaître, c'est le pourcent. C'est le reste dans la division. Du coup, si un nombre est divisible par un autre, le reste donne 0. Maintenant, si je fais 16, il restera 1. Si je fais 19, il reste 4. Et si je fais 20, il reste à nouveau 0. C'est deux outils super pratiques que vous utiliserez régulièrement, que vous devez connaître. Donc là maintenant, dans cette question 9, on vous ajoute quelque chose que vous n'avez pas encore utilisé, c'est la condition if. On va vouloir ajouter un nombre à notre liste s'il est diviseur. Donc on va faire d'abord une première boucle qui va parcourir tous les nombres. For i in range de n, je vais réfléchir si je dois inclure ou exclure. Alors, diviseur positif de n, strictement inférieur à n. Strictement inférieur à n. Du coup, il faut que j'aille jusqu'à n-1. Non, jusqu'à n, range de n, mais qui va donc aller jusqu'à n-1. Et là, je n'ajouterai à ma liste L le terme i qui sera diviseur de n qu'à la condition, du coup j'indente, if, deux points, et ma condition, ça sera que le reste dans la division euclidienne de n par i, n % i, soit égal à 0. J'ai fait une erreur, parce qu'évidemment, il ne fallait pas chercher le diviseur 0 d'un nombre, il fallait commencer à 1. Je rajoute 1,n, je fais F5, et j'obtiens la liste des diviseurs jusqu'à n-1 de 50 par exemple. Maintenant, on veut faire la somme des diviseurs. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez voir qu'un nombre est parfait si la somme de ses diviseurs est égale au nombre. Du coup, on va faire une somme. Somme des termes, parce que jusque-là, vous aviez fait une première somme qui était la somme de nombres. Là, on va faire la somme des termes d'une liste. Je copie-colle la somme 1. C'est la question 10. Je vais l'appeler somme 2. Je vais préparer mon test que j'enlève d'ici. Somme 2. Somme 2, somme des termes jusqu'à, je sais pas moi, on va mettre 10. J'ai bien mis somme 2, je ne veux plus de titre, sauf que là, ça va être la somme des termes d'une liste L. Donc en fait, c'est pas 10, c'est une liste L que je vais créer avant. L égale, je pourrais même, alors i, for i in range de 11 pour aller de 0 à 10. Puis je m'en fiche du 0, je vais mettre 1, mais ça ne change rien. Allez, je laisse 0. Bon, pour l'instant, ça ne va pas marcher.
J'initialise une somme, il va falloir que je rajoute des termes, mais il va falloir que je me balade, et on me l'impose, d'itérer sur les indices de L. Je vais donc itérer avec I sur les indices de L, donc range 2, et il faut que je connaisse la taille de la liste. Pour ça, je pourrais le marquer ici, mais en général, vous verrez que mes codes sont faits ligne par ligne pour qu'il n'y ait pas trop de choses à chaque ligne, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et puis ça a beaucoup d'avantages pour le débugage, pour la compréhension, pour ne pas faire d'erreurs soi-même. Donc c'est important de bien rédiger. Je vais récupérer la taille de la liste, len de L. For I in range de n va aller de 0 à n-1. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Oui, je veux prendre tous les termes de la liste. Il va falloir que je récupère le terme. Je ne suis pas obligé de faire deux lignes, je pourrais marquer L de I en dessous. Je vais aller chercher mon terme L de I et je vais ajouter à ma somme tous les termes T qui sont les termes de la liste. Normalement, j'ai fini, ça doit marcher, et ça doit être le résultat. Et j'ai inclus 10, oui, il y a un plus en trop, mais c'est pas très grave, ça marche quand même. Hop, et ça donne bien 55. Très bien. Maintenant, on veut vous apprendre un petit truc, c'est qu'on peut itérer sur des termes. Alors vous êtes peut-être posé la question de tout à l'heure quand j'ai fait for t in lx, ici. En fait, on va pouvoir faire la même fonction, mais en itérant sur les termes. Et franchement, quand vous vous rendez compte qu'avoir un indice ne sert à rien, parce qu'en itérant sur des termes, c'est-à-dire en récupérant les termes de la liste, on peut se passer de l'indice, faites-le. Donc je copie-colle cette fonction. C'est la question 11. J'aurais pu copier la question avec. Hop. Question 11. Ça s'appelle somme3. Je n'oublie pas de corriger le nom en bas. Et là, en fait, pour itérer sur des termes, donc surtout réservez les indices IJK à des indices et prenez une autre lettre. Vous pouvez marquer terme en toutes lettres, mais moi T ça me va bien, ou E pour élément. On n'aura plus besoin de récupérer T, et on va dire for term in, et on enlève range de n pour mettre for term in L. Et ça marche tout aussi bien. F5. Pour chaque terme de L. C'est plus propre, donc pensez à faire ça. Le seul moment où, par exemple, on aurait besoin d'itérer sur les indices, c'est si derrière, vous voulez récupérer deux termes. Imaginons qu'il y a un T1 et un T2, que vous vouliez récupérer le premier terme, le terme d'une liste L1 et le terme d'une liste L2. Là, il est nécessaire d'avoir l'indice pour itérer sur deux listes. Voilà un exemple. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Ou alors, c'est que vous avez besoin du i pour en faire un calcul. Ok, ça me fait penser à un petit détail que je ne crois pas avoir dit sur le déballage dans une liste, parce que là je suis en train de déballer en écrivant ça. T1, T2 égale, alors je ne suis pas tout à fait en train de déballer, pardon, mais je vais vous montrer. Je vais revenir en arrière pour remettre la fonction qu'on avait avant. Voilà. Imaginons que vous ayez une liste qui contient trois valeurs qui sont x, y, z, 1, 2, 3, et que vous devez ensuite calculer x plus y divisé par z. Là, vous allez souvent, malheureusement, même si là c'est un exemple assez simple pour que ça ne change pas grand-chose, x plus y divisé par z. Ouais, bon, ça marche. Alors l'idée c'est de déballer. Pensez quand vous manipulez des choses comme ça pour la lecture et pour pas faire d'erreur, à déballer. X plus y plus z, unpack en anglais, égale L. Vous allez récupérer les termes de la liste L en leur donnant un nom. Du coup, x, y, z valent quelque chose. Et derrière, vous voulez faire le calcul x plus y sur z, là c'est aussi simple que de l'écrire comme on le prononce. Pensez à ça. Si vous voyez des erreurs unpack, c'est que vous allez soit trop loin, soit pas assez loin. Par exemple, vous faites x plus y, xy égale L. Too many values to unpack. Il vous dit qu'il y a trop de valeurs à déballer. Il y en a 3 et vous en demandez que 2. Inversement, vous en mettez 4. Not enough values to unpack, puisque vous en avez obtenu 3, vous en demandiez 4. Éventuellement, un petit truc qui est intéressant à connaître, pour montrer qu'on n'est pas intéressé par une valeur, par exemple on veut travailler que sur xy, on ne veut pas créer z, on peut mettre underscore, ça marchera. Ça ne créera pas z, mais il n'y aura pas d'erreur de unpack. Au passage, vous verrez que si vous avez un problème de unpack, je l'ai marqué là, je cherche où il est, tac, invalide syntaxe, chapeau, expected indent, unsupported operand, not callable, scripture de l'attribut, concatenate,
Ouais, je l'ai peut-être pas mis sur cette fiche, ou alors c'est dans le cours et pas dans le résumé. C'est pas grave. C'est pas grave, cet exemple n'est pas là. Ça m'a fait penser en ouvrant la fiche résumée à un détail super intéressant qu'il faut que vous voyez. Regardez, je fais exprès d'enlever une parenthèse à la ligne 92. Oups, j'ai pas fait exprès. Là, c'est évidemment flagrant, mais parfois ça l'est pas. Si on fait ça, regardez, il nous dit où il y a l'erreur. Sauf qu'en fait, chaque fois que vous regarderez ça, vous ne la regarderez pas. Alors si, là, il a bien accepté de la faire au bon endroit. C'est les problèmes du live, c'est pas forcément ce que je voulais vous montrer. Je vais le faire là. Plus T, et je vais appeler ma somme. Non, je vais pas le faire là. Je réfléchis 2 secondes. Tac. Est-ce que si je le fais là, ça vous montre ce que je veux? Non, ça veut pas. Ben, on verra plus tard, mais ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il vous montre où est l'erreur par des petits chapeaux. Ça, c'est pratique. Parfois, le problème que vous aurez, c'est que il vous indiquera une erreur à la ligne d'après. Par exemple, il y a une erreur à cette ligne 88, et dans la console, il y aura marqué return S, et le chapeau il s'arrêtera sous le N de return. Ça arrive. Je fais quand même encore un dernier test. Ça marche pas. Je sais plus quel exemple il faut que je prenne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il lit la ligne suivante. Il lit le mot. Par exemple, il lit le return. Et il se dit, ah attends, ça va pas avec ce qu'il y avait avant, il y avait un problème avant. Du coup, il s'arrête là. Et quand vous avez les petits chapeaux à cet endroit-là, qui sont pas là où il y a une erreur, regardez la ligne d'avant. C'est quasiment tout le temps que vous avez oublié une parenthèse ou un crochet. Bon, on a fait notre fonction somme 3, on a itéré sur les termes et elle fonctionne. Maintenant, on va faire la question 12. En utilisant les fonctions précédentes, c'est précisé, mais ça ne le sera plus jamais dans les sujets. Hein. C'est toujours une logique, vous les avez fait avant, vous les utilisez. On veut faire une fonction est parfait. Question 12. Def est parfait. On veut savoir si un nombre n est parfait, c'est-à-dire si la somme de ses diviseurs est égale au nombre. Bah, c'est facile, on a déjà tout fait. Donc on va récupérer la liste de ses diviseurs. On va faire ldiv est égal à liste diviseur de ce nombre. On va faire la somme. S égale la somme d'une liste. Je vais prendre n'importe laquelle. Allez, la somme 2. Je sais que dans le sujet, on vous dit, je crois, peut-être pas sur cette question. Somme de 2 est ldiv. Et là, on va vérifier si la somme est égale if s égale ce nombre. Alors, on va répondre true. Attention, on ne met surtout pas de guillemets comme vous pourriez avoir envie de le faire. Sinon, on va renvoyer false. Normalement, cette fonction fonctionne, mais n'est pas optimale. On va vérifier. On va faire est parfait de 6, est parfait de 6, true de 7, false. Ça semble juste, c'est pas pour ça qu'on est sûr que ça l'est, même si là, c'est bon. Maintenant, il faut que vous remarquiez un truc. On est en train de dire, si ce test égale oui, alors oui, sinon non. On est en train de dire, si oui, oui, sinon non. Je dirais que c'est assez une évidence. Et donc, on a fait exprès de vous mettre cette question pour que vous ayez aussi l'idée qu'il faut rédiger proprement ce genre de choses avec des booléens. Quand on a un test et qu'on veut renvoyer le résultat du test, il est complètement inutile de tester le test. Il suffit de le renvoyer. Vous faites return s égale n. Au passage, tout ce qui est laissé après return ne sera jamais lu dans une fonction si c'est indenté. Mais je vais l'enlever quand même pour faire propre. Et finalement, vous allez répondre le booléen qui vérifie est-ce que la somme est égale à n. Et la fonction fonctionnera parfaitement pareil. Voilà, il nous reste quasiment rien à faire. Maintenant, on veut la liste des nombres parfaits jusqu'à n. Alors, question 13. Je vais faire ma fonction def liste parfait jusqu'à n. Remarquez qu'on a mis un grand N dans la question. C'est volontaire, il faut que vous respectiez ce qui est écrit. Du coup, vous faites la même chose. Donc la liste des nombres parfaits jusqu'à n, il va falloir se balader. For i in range de n, je réfléchis si ça doit être inclus et s'il faut mettre le 0. Un nombre parfait 0 ne peut pas être parfait, on ne parle pas de ses diviseurs, donc on va partir de 1. Hop. Et n, les inférieurs ou égaux à n, donc il faut aller jusqu'à n plus 1 pour inclure n. Ok ?
C'est une liste qu'on veut renvoyer. Puisque j'utilise un peu L partout, je vais mettre S pour résultat, ma liste, que je renverrai à la fin. Et comme d'habitude, je vais déjà prévoir le test de ma fonction pour voir si elle fonctionne rapidement. Hop. Et dans le sujet, on vous demande de mettre 1000. Pour l'instant, on ne fait rien. Si je fais ça, ma liste elle est vide. Je peux au moins voir si j'ai fait des fautes. For i. Alors c'est à quelle ligne? Ligne 103, regardez. Ligne 103, for i in range. Ouais, c'est parce que c'est vide en fait. Parce que j'ai pas mis. Pour l'instant, je mets à égal 0, on s'en fiche. Et là, ça passe. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je vérifie que le nombre est parfait. Et s'il est parfait, je l'ajoute à ma liste. Du coup, je vais mettre une condition. If est parfait du nombre i, 2 points, alors res.append i. Et voilà, j'obtiens la liste des nombres parfaits entre 1 et 1000 inclus. La 14, c'est vraiment pour insister sur le fait qu'on veut voir si vous savez faire des boucles while. En plus, on a compris qu'il y avait toujours 2 solutions possibles en fonction de là où on augmente l'itérable. Et ensuite, il faut initialiser et modifier dans la fonction. Allez, on va respecter le sujet. Mais même si à ce niveau-là, je pense que vous savez faire. Question 14, liste parfait 2. Je copie-colle le nom et je réfléchis. Le for va disparaître. J'allais de 1 à n plus 1. Donc je fais tout de suite mettre mon i égale 1. Et je vais dire tant que i est inférieur à ou égal à n, puisqu'on va jusqu'à n, while i inférieur ou égal à grand N, 2 points. Maintenant, il faut que j'augmente i, il faudra que je l'augmente après, parce que j'ai choisi de commencer à 1. Et attention, vous risquez de faire cette erreur. Là, il est indenté, c'est pas bien. Il faut le désindenter pour pas être dans le if. Comme ça, quel que soit le résultat de la condition, il l'augmente. Et donc maintenant, je regarde 1, il teste 1, et à la toute fin, donc il augmente. À la toute fin, il vaudra n quand on rentre, donc ça va donner le même résultat, ça va fonctionner. Voilà. Liste parfait 2 fonctionne. Il ne me reste plus qu'à trouver le 4e nombre parfait. Alors là, on pourrait tout automatiser, c'est pas du tout l'objectif de ce TD, c'est de vous montrer qu'on peut aller chercher ensuite un dernier élément de la liste. Donc, on va tester un peu au hasard. Si on fait liste de, par exemple, 2000, il y en a toujours 3, on en veut 4, on veut le 4e. 10 000, ah, ça devient un peu long à calculer. Cool, à 10 000, il y en a 4. Donc on va utiliser ce résultat. Je vais l'appeler LP pour L parfait. C'est la liste parfait. Et si je veux le 4e, si je sais qu'il n'y a que 4 termes, je peux directement faire LP. Donc on me demande en plus de créer la variable 4e nombre. Je fais la variable égale LP de 3. C'est le 4e. Et puis on va le vérifier. Print 4e nombre, 2 points. 4e nombre, j'exécute que ça. LP23, il n'a pas aimé parce que je suis toujours sur 1000, il faut que j'aille sur 10 000 pour qu'il en ait plus que 3. Et j'obtiens mon 4e nombre parfait. J'ai mis un petit 0. Et puis sinon, si vous savez que c'est le dernier terme parce que vous n'en avez que 4, vous pouvez aussi évidemment faire LP2-1 pour avoir le dernier. Voilà. Donc si je fais un petit bilan de cette première mise en main, vous devriez être capable à la fin de ce TD de prendre en main soit la console sur mon site, soit un logiciel comme Piso. Vous avez compris la partie éditeur dans laquelle vous écrivez les choses, de la partie console dans laquelle vous exécutez des calculs manuellement ou vous affichez des résultats. Vous avez vu l'organisation en cellules, les commentaires. Prenez le temps de le faire sur vos codes. Par exemple, ici, je ne l'ai pas fait, mais rajouter un commentaire, incrémentation, ça ne sert à rien ici, mais vous pouvez rajouter des commentaires aux lignes de vos codes. Ensuite, vous avez vu les différents types d'exécution, F5 pour faire tout le fichier, CTRL-Entrée pour faire une cellule, Alt-Entrée pour faire une ligne. Je vous ai montré des petites astuces pour récupérer la ligne précédente pour ne pas la réécrire avec la flèche du haut. Échappe pour vider. Bon,
c'est à peu près tout. On a rappelé la différence entre les types integer et les types flottants. On a parlé des booléens et de leur évaluation. On a parlé des listes et là, vous en manipulerez tout le temps. En particulier, il faut être conscient que vous récupérez les indices des listes qui partent de 0, que le dernier terme d'une liste, c'est, s'il y a 10 termes, le 9e terme au niveau des indices. On a révisé, enfin on a parlé du range, on a vu qu'il fallait le faire croissant et que le premier terme était inclus, le dernier était exclu. On a révisé la forme générale d'une fonction, puis on l'a utilisé pour rappeler des fonctions. On a vu que le while pouvait faire des problématiques de tourner en boucle. Il faut savoir casser votre code et puis il faut savoir que quand on met un while, on initialise et on met à jour ce qui va être dans la condition pour que ça s'arrête. On a vu comment on fait des listes par compréhension, que ce soit avec des indices ou des termes. On a programmé des fonctions qui permettent de faire des calculs, des fonctions qui permettent de faire des listes. On a vu qu'on pouvait itérer sur des indices ou sur des termes et qu'il était préférable d'itérer sur des termes quand on avait le choix et qu'il était préférable d'utiliser des boucles forts quand on avait le choix. On a ensuite fait un petit exercice assez sympa qui permet de manipuler des listes, enfin des fonctions qui appellent des fonctions et puis qui font des boucles imbriquées, des boucles avec des listes, avec des conditions. Donc c'est vraiment les bases. Dans le TD 0-2, je vous ai mis à disposition une vidéo. Je redonnerai un peu quelques conseils de ce que je viens de vous donner là, mais ça sera la dernière fois. Ces deux premières vidéos vous donnent vraiment les bases de la manière de rédiger, des habitudes à prendre. Après, je rentrerai directement dans le vif du sujet et vous me verrez coder comme je l'ai fait là, sous vos yeux. Et je parlerai beaucoup moins, puisque j'aurais pu à dire... je parlerai moins de la forme et beaucoup plus du fond. Voilà, vous avez le corrigé de ce TD, alors pas celui que j'ai rédigé sous vos yeux, mais vous avez le corrigé de ce TD sur mon site, dans la partie, donc on y revient ITC base, même s'il n'y a pas besoin de cliquer sur base. Et là, voilà le TD de 0-1 prise en main. Vous avez sa correction ici, son sujet ici, pour les refaire par vous-même. Sur ce, à bientôt sur cpge-si.com.